Alors moi je retiendrai essentiellement trois points. D'abord évidemment ce qui a été le plus commenté, c'est le discours du secrétaire d'État américain sur l'état de la relation transatlantique, avec finalement une sorte de jugement en demi-teinte, hein. Beaucoup d'Européens ont cru voir dans ce discours une sorte de réassurance, peut-être un nouveau départ, en tout cas une possibilité de repartir sur des bases moins passionnées, peut-être qu'après le discours du vice-président Vance l'année dernière au même endroit. En pratique, on peut quand même se poser la question, parce qu'au-delà de la standing ovation à laquelle a eu le droit le secrétaire d'État Rubio, sur le fond, il dit en partie des choses qui ont effectivement déjà été dites par le vice-président des États-Unis l'année dernière, certes sur un ton différent peut-être, mais sans grande différence substantielle. Depuis l'année dernière, il y a eu les stratégies nationales de sécurité, la stratégie nationale de défense américaine qui ont été publiées coup sur coup depuis la fin de l'année dernière. Ils reflètent la vision américaine de cette administration qui se consolide et qu'on a vu, qu'on a entendu l'année dernière de la bouche de Vance et cette année de la bouche de Rubio. Alors évidemment, il y a des choses qui sont objectivement rassurantes, un engagement à ce que la relation transatlantique demeure et reste utile, enfin un engagement pour le transatlantique, mais en fait, il parle beaucoup de l'historique et beaucoup moins de ce que nous pouvons faire ensemble dans les semaines, les mois, les années qui viennent. La deuxième chose que je retiendrai, c'est la forte complémentarité entre ce que le chancelier allemand, qui était un peu l'hôte de la conférence, évidemment, et le président de la République ont dit. Je crois qu'on a là un bon socle pour construire quelque chose de significatif. L'Allemagne accepte sa responsabilité et s'investit massivement dans le domaine de la défense et de la sécurité. Et en même temps, elle reconnaît que la page de la relation transatlantique telle que nous l'avons connue jusqu'à présent est probablement tournée, ce qui n'en amoindrit pas l'importance, mais qui conduit l'Allemagne à renouveler, en soutien à l'agenda de plus grande responsabilité européenne, ses propres conceptions. Et du coup, le président de la République française, discours comme toujours très énergique en faveur de l'Europe, de ce qu'elle est, mais aussi de ce qu'elle peut encore faire pour exercer davantage ses responsabilités, être de facto davantage autonome, souveraine, sans qu'il s'agisse d'une concurrence ou d'une confrontation transatlantique, mais dans une logique au contraire de complémentarité, d'acceptation en tout cas de la logique du partage du fardeau, hein, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui est une vieille question américaine qui est reposée aujourd'hui peut-être sur des formes nouvelles. Et donc ces deux discours paraissent complémentaires et en plus, le président a ouvert sur une dimension qui va probablement être très importante, qui est celle de la réflexion du rôle de la dissuasion. Évidemment, il s'agit de la dissuasion nucléaire française, de la dimension européenne, et il a annoncé une intervention probablement doctrinale le 27 février prochain, qui a suscité dans les couloirs de la MSC un très grand intérêt. D'ores et déjà, donc c'est une chose qui est attendue, mais dissuasion aussi au sens plus large, qui est qu'est-ce que les Européens peuvent construire ensemble pour se montrer suffisamment crédibles sur le plan de la puissance, puisqu'il s'agit d'Europe puissance, face à la menace russe qui est déjà très concrète, ainsi qu'aux grands défis internationaux. Enfin, la troisième dimension que je retiens de cet MSC, c'est évidemment la persistance essentielle de ce qui se passe en Ukraine. Il est apparu évident, en tout cas à mes yeux d'observateur, qu'il n'y aura pas de possibilité pleine et entière pour la relation transatlantique, les États-Unis, les Européens et d'autres, d'agir en pleine possession de leurs moyens face à l'ensemble des défis et des menaces qui se dessinent, si la question de la guerre et de la paix en Ukraine n'est pas fondamentalement traitée, ce qui veut dire deux choses. Quelle que soit la formule d'un cessez-le-feu, une formule juste qui repose sur la souveraineté, l'intégrité, l'indépendance de l'Ukraine et des garanties de sécurité suffisamment puissantes, crédibles et dissuasives pour qu'il n'y ait pas un retour à l'agression russe rapidement après. Et à cela est lié un autre élément qui était extrêmement présent à la MSC cette année, c'est la dimension de l'innovation technologique de défense. Et cela à deux titres. Évidemment, la guerre d'Ukraine diffuse, si elle n'impose de nouvelles techniques de guerre, le développement de nouveaux instruments qui tournent beaucoup
autour, par exemple, des drones opérés par intelligence artificielle et qui suscitent, c'est vraiment le cas en Allemagne et en particulier en Bavière, un énorme investissement technologique, financier, industriel qui va porter à conséquence. Ça, c'est une chose très importante qui va, je pense, être de nature à influencer le débat, mais aussi les investissements que nous allons devoir réaliser très rapidement ou continuer de réaliser très rapidement dans le cadre de l'OTAN ou de l'Union européenne pour mettre à jour notre capacité de réaction et évidemment de dissuasion face à la menace russe notamment. Voilà en gros ce que je retiendrai pour l'essentiel. C'est un ensemble de choses. Les Allemands, organisateurs hein, de la MSC, les autorités bavaroises, dès avant la MSC, hein, les 48 heures qui ont précédé la MSC, il y a eu un certain nombre de rencontres ailleurs en ville, en effet, organisées avec des industriels, des scientifiques, des chercheurs, l'université de la Bundeswehr, les autorités allemandes, l'agence d'innovation de défense de l'OTAN, Diana, d'autres acteurs de ce type, pour multiplier les angles et les discussions, qu'il s'agisse, comme j'ai déjà dit, des drones opérés par intelligence artificielle, ou bien de l'impact de la révolution quantique et de ses applications sur le domaine de la défense et de la sécurité. Et évidemment, ça a été aussi l'occasion, dans de nombreuses discussions qui se sont tenues en ville dans les couloirs de la MSC, d'insister sur le dialogue nécessaire entre les industries, les acteurs de la recherche et évidemment enfin, les armées, donc les gouvernements, qui seront les donneurs d'ordre de ce dont auront besoin les forces armées. Et je le souligne d'autant plus que je crois que l'impact peut être important pour l'effort que le couple franco-allemand réalise déjà et s'est engagé à poursuivre hein, après au moment de la réunion de Toulon l'année dernière entre nos deux gouvernements pour s'investir dans ces dans cette innovation technologique de défense et aussi en rapprochant nos écosystèmes, nos industries, peut-être entrer dans des coopérations et des développements utiles et peut-être plus à l'abri des grands débats politiques qui ont pu surgir autour des grands programmes que l'on connaît, qui évidemment ont fait l'objet de toutes sortes de commentaires en marge de la conférence. Et un dernier point qui me paraît important, qui explique aussi cette insistance, une fois de plus, hein, à la fois allemande et ukrainienne, sur l'innovation technologique de défense, c'est que les Allemands, tout récemment, le 2 février, viennent d'ouvrir un premier centre d'innovation technologique de défense à Erding, une petite ville, une ancienne base aérienne au nord-est de Munich, qui précisément est conçue pour être une sorte d'écosystème rassemblant la Bundeswehr, donc les forces armées allemandes, les chercheurs dans les domaines d'innovation dont les applications sont intéressantes pour la défense, et les industriels qui sont rarement et presque jamais en fait des grands groupes et beaucoup plus des entreprises parfois très récentes, nées parfois toutes petites, mais qui se développent énormément et très vite. En tout cas, dans le tissu industriel allemand, je pense que c'est quelque chose qu'il nous faut observer et comprendre avec attention pour comprendre ce que nous pouvons faire ensemble et voir comment les Allemands se positionnent. Je crois il y a clairement une intention dans le cadre de la nouvelle politique allemande de responsabilité sur les questions de défense et de sécurité, de capter assez fortement non seulement les investissements allemands qui ont été consentis déjà depuis le début de la guerre d'invasion russe en Ukraine, mais aussi les investissements européens qui viennent. Ceci implique, évidemment, va impliquer des coopérations au-delà de celles qui existent avec l'Ukraine, puisqu'en réalité, l'innovation technologique, elle est stimulée, elle est guidée par les besoins exprimés sur le front ukrainien, par les Ukrainiens eux-mêmes en direction de ce type d'entreprise, mais aussi en termes de coopération entre Européens, entre industries européennes. Et là, on voit bien qu'on va avoir besoin d'un peu de tout. Il y a là l'approche à la française, basée sur des commandes publiques de long terme,
des sujets fondamentaux qui vont rester parce ils sont absolument fondamentaux pour l'Europe, mais aussi le modèle un peu plus allemand, dirigé plutôt par l'industrie, plutôt du haut vers le bas, en prenant en compte les besoins observés dans le cadre de la guerre d'Ukraine et qui conduisent aussi à des décisions de développement à la fois politique et technologique qui apporteront, et je pense assez rapidement, leur propre contribution à l'effort de réarmement européen. Alors, évidemment, Munich, il faut imaginer, hein, on est dans un lieu relativement étroit. C'est un hôtel. En réalité, c'est une série d'hôtels qui sont reliés entre eux dans le centre. Mais c'est un espace relativement étroit où, je dirais, la proximité physique est maximale. Donc, c'est déjà de nature à conduire à des échanges, parfois fortuits, parfois programmés. Il y a des bilatérales, naturellement, qui sont à l'abri des regards, mais il y a beaucoup de discussions dans les couloirs entre toutes sortes d'acteurs, des autorités élues, des experts, des militaires, des civils. C'est un peu l'intérêt, la richesse de cette conférence. Et sur le fond, évidemment, les réactions sont souvent spontanées, diversifiées. Donc je dirais qu'on a vu un peu de tout. Pour revenir sur le transatlantique, moi, il me semble que évidemment, les Américains et les acteurs américains présents ont tous essayé de positiver, de valoriser l'intervention du secrétaire d'État américain, sans nécessairement toujours convaincre, hein, les Européens qui, une fois de plus, en ayant accepté de l'échange, hein, Rubio a été applaudi et je pense que c'était certainement en partie sincère, mais aussi en partie calculé pour essayer d'entrer dans une éventuelle nouvelle phase constructive transatlantique. Mais il y a eu vraiment un contraste de réaction. Cette ambiance de la MSC, qui est très très foisonnante, reflète aujourd'hui une ambition qui est très largement dépassée celle des origines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la MSC, c'est un lieu qui se veut avant tout un lieu de dialogue mondialisé en quelque sorte sur l'ensemble des défis, pas seulement européens et atlantiques, mais sur l'ensemble des défis mondiaux avec des acteurs du monde entier. Alors bon, certains n'étaient pas là pour des raisons parfaitement compréhensibles. Je pense notamment aux Russes, mais par exemple les Chinois, les Indiens, d'innombrables nations au plus haut niveau, d'ailleurs, très souvent d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie étaient présentes. Et alors, c'est évidemment une richesse et une source d'échanges démultipliés. C'est aussi une question, je pense, pour cette conférence. Dans le moment actuel que nous vivons en Europe et la menace sur la sécurité de l'Europe, est-ce que ce n'est pas aussi un endroit qui doit continuer d'être privilégié comme il l'était à l'origine, hein, entre les années 60 et les années 2000, d'être un lieu privilégié de discussion sur les questions de sécurité transatlantique, sans que ce soit entièrement centré sur l'Europe. Mais je pense, et pour l'FCEA, je crois que un angle intéressant de se rendre compte que il y a aujourd'hui, pour les Européens, quel que soit l'état de la relation transatlantique, une valeur à l'unité maximale du monde occidental. C'est celle qui a permis un degré de paix et de stabilité pendant les années difficiles de la guerre froide, et puis ensuite d'expansion de l'Europe libre et réunie à partir des débuts des années 90. Et aujourd'hui, c'est une dimension qui peut-être est un peu passée au second plan à la MSC, mais dont le débat qu'elle suscite reste entier le contraste entre ce que nous a dit l'administration américaine et ce qu'on a pu entendre de nos leaders européens le démontrait bien, à mon avis. Il y a un intérêt à ce que la MSC reste un endroit où l'on parle de manière centrale des questions de sécurité de l'Europe et du monde occidental. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé à travers la permanence du sujet ukrainien qui est impossible d'ignorer, de contourner et qui va rester tant que durera l'agression russe.